Dans Blackout Décrypte aujourd'hui, je vais vous parler de l'attentat de Bamako. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il y aura un avant 6 mars 2015 et un après 6 mars 2015 à Bamako. Vendredi 6 mars 2015, dans la nuit, il s'est produit un attentat, une première dans l'histoire du Mali, au cœur de sa capitale politique, économique et administrative. Jamais auparavant, une cible avait été touchée par les terroristes qui pilulent un peu partout dans le nord du Mali et ailleurs, mais jamais Bamako n'avait été touché. Et cette fois-ci, Bamako a été touché en plein cœur. Donc, il y a eu des morts, 5 au total, un Français, des Suisses et le reste des Maliens, plus des blessés qui sont dans leur ensemble des Maliens. Nous leur avons rendu hommage, nous allons continuer à leur rendre hommage. Il faut revenir dans les choses pour comprendre comment ces attentats ont pu arriver à Bamako. Il y a déjà plus d'un an, tous les observateurs étaient unanimes à dire que Bamako n'est pas sécurisé. Quand vous allez à Bamako, déjà quand vous arrivez à Bamako par l'aéroport, il se passe des choses qui pourraient réveiller un mort et qui étonneraient un extraterrestre. Vous pourrez par exemple passer à l'aéroport avec vos bagages sans présenter vos papiers, sans faire fouiller vos bagages, sans faire passer vos bagages au scanner. Ça, c'est possible à l'aéroport de Bamako, dans un pays dit en guerre. Quand vous êtes dans les rues de Bamako, dans la circulation, à chaque feu, à chaque stop, il y a une centaine de petits vendeurs, de petits démarcheurs qui viennent vous trouver là, qui ouvrent votre portière, qui vous parlent à travers la pare-brise de votre voiture, ou si vous êtes sur une mobilette. Et donc, un terroriste qui a envie de commettre un crime à Bamako, le terrain est le plus favorable pour le faire parce qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun checkpoint. Les seuls endroits sécurisés sont peut-être le domicile du président de la République et le palais présidentiel. Et encore, le palais présidentiel, ce n'est pas sûr parce que l'ex-président de la transition, Dioncounda Traoré, s'est fait tabasser au sein de la présidence. Donc, Bamako est vraiment un terrain fertile pour faire tout ce qu'on veut en matière de terrorisme. On ne peut pas dire aussi qu'après cet acte terroriste, après cet attentat, que les autorités chargées de la sécurité de Bamako aient multiplié par 2, par 3 le niveau de sécurité. Ils n'ont pas levé le niveau de sécurité. D'après nos différentes correspondances à Bamako, il n'y a jamais eu de checkpoint, il n'y a jamais eu de barrière de sécurité nulle part. C'est-à-dire que ceux qui ont commis ces actes-là sont logés à Bamako, vont et viennent librement comme tout le monde. Et cet attentat n'est que la face immergée de l'iceberg parce que le laxisme fait que ceux qui sont amenés à commettre ces attentats savent que s'ils sont pris, ils iront en prison. Après un article de France 24, de RFI, après un coup de fil du Quai d'Orsay, du lobbying du MNLA, ils seront relâchés au nom d'une paix qui tarde à venir. Et donc, qu'est-ce que les Maliens doivent faire? Doit-on revoir des comités d'autodéfense comme le Gatia au nord du Mali? Les populations doivent-elles prendre leurs responsabilités et garder leur quartier, garder leur ville, garder leurs écoles? Parce que les points sensibles à Bamako sont nombreux. Et étant donné que le niveau de sécurité n'est pas élevé, étant donné que les terroristes qui pilulent à Bamako n'est pas inquiet, il faut se mettre à avoir peur. Et la plupart du temps, les Maliens ont l'habitude de dire que Dieu va nous sauver. On va répéter la même phrase, seul Dieu pourra sauver le Mali, parce que les autorités actuelles de Bamako, les autorités actuelles du Mali ont montré leurs limites. Et donc, soit la population prend ses responsabilités, soit elle va à la prière tous les vendredis pour demander au bon Dieu de les protéger. Or, le bon Dieu lui-même a dit, protège-toi, Dieu te protégera, ou aide-toi, Dieu t'aidera. Sauf que les Maliens ne font rien. À dimanche prochain.